Édito. Manga, c'est quoi? Il fallait bien qu'un jour je traite de ce sujet. C'est certainement la question que je me suis le plus posée et sur laquelle j'ai le plus écrit, théorisé et analysé. C'est pourquoi aujourd'hui je me permets de donner ma définition de ce qu'est un manga. Mais pour cela, je vais d'abord me baser sur les définitions que j'ai pu trouver, sur les a priori et termes et expressions utilisés pour parler de notre médium. J'espère que vous êtes prêts, car nous partons sur une longue vidéo. Un manga est une bande dessinée japonaise. Cette première définition est trouvable même sur Wikipédia, et je pense que c'est certainement la plus connue et même la plus utilisée à l'heure actuelle. Et pour cette définition, nous allons plus nous axer sur la partie japonaise de cette dernière. Nous reviendrons plus tard sur le lien entre bande dessinée et manga. Bon, pourquoi la partie japonaise me déplaît fortement ? Si cette définition est vraie, alors aucune des offres qui vous sont montrées sont des mangas alors. Alors fut une époque, et peut-être même encore aujourd'hui, on me répondrait que non, ce ne sont pas des mangas, mais des manfras ou des global mangas, avec des arguments comme le fait qu'un manga non japonais serait moins manga, vu que leurs auteurs n'auraient pas baigné dans cette culture. Et à ça, je répondrais la même chose que le chef otaku il y a 5 ans. Je vieillis à vue d'œil. Tu me dis que le manga est une culture propre au Japon et que les auteurs japonais ont baigné dans cette culture, ils la comprennent donc mieux que les Français. Ce qui est logique. Mais le simple fait qu'on soit en train de parler de ça, le simple fait même que cette chaîne existe, prouve que c'est pas tout à fait vrai. La France est le second consommateur de manga au monde après le Japon. Tous les ans, il y a de plus en plus de conventions axées sur la culture manga. Ça fait plus de 30 ans que des générations successives grandissent à coups de DBZ, Saint Seiya et autres. Et les ventes de manga représentent une large part du marché du livre en France. Donc aujourd'hui, le manga fait aussi partie de notre culture. Elle nous parle, on la comprend, on la connaît. Et même si on va dans cette logique de manfra ou global manga, ça voudrait dire que Goldfish serait un mandoch ou Gazam manga? Je sais pas parler allemand. De mon côté, c'est un nom. Donc la définition un manga est une bande dessinée japonaise est fausse selon moi. Manga. Il me semble assez important de repartir sur les bases du terme. Que veut dire manga? Quel est son sens? Quelle est son origine? Le mot manga est constitué de deux kanji. Le premier man, qui peut aussi bien signifier le comique que l'absence de but, et le second ga, qui signifie aussi bien trait que dessin que écran. Et on le retrouve assez souvent quand on parle d'art et de graphisme, avec par exemple le cinéma, eiga, les gravures et estampes anga, les caricatures jiga et les peintures kaiga. Selon l'article L'histoire du manga, disponible sur Univers du Japon, le manga puise ses origines dans les emaki, premier rouleau narratif illustré datant de l'époque de Nara au 8e siècle, et les Eon, livres d'estampes ukiyo-e de l'époque Edo. En 1814, le célèbre peintre Hokusai utilisa le mot manga pour désigner ses carnets de croquis. Il avait choisi ce terme pour exprimer la notion de dessin pris sur le vif. Ces recueils d'illustrations, nommés Hokusai manga, comprenaient des scènes de la vie quotidienne ainsi que des paysages, des éléments naturels, des représentations de la mythologie et des esprits japonais. Et globalement, la relation entre manga qui serait un dessin sans but, comme on peut le voir avec cette notion de dessin pris sur le vif, et de dessin comique rentre beaucoup en relation. Surtout à partir du XXe siècle où le manga deviendra une forme d'expression caricaturale et de satire politique, nationale et internationale, façon Charlie Hebdo par Rakuten Kitazawa, qui fut le premier à se considérer comme étant un mangaka. Donc techniquement parlant, le manga est soit un regroupement de croquis, soit un petit strip satirique, souvent à charge politique. Et à ça, je répondrai une citation de l'édito du hors-série spécial 20 ans d'Animeland, sorti en 2011. Oui, je sais, même moi je suis étonné d'avoir ça. Au Japon, le manga a une longue histoire, mais c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'il explose, notamment sous l'impulsion de celui qu'on considère encore comme un dieu, Osamu Tezuka. Parce que malgré tout, celui qu'on considère comme étant le père du manga, c'est Osamu Tezuka, avec la fameuse Nouvelle Île au Trésor qui a révolutionné l'écriture du manga, par son style passant principalement par une narration directe par les personnages. Donc non, pour moi, le manga n'a pas le sens de dessin sans but, ou même de dessin comique. Tout du moins, plus maintenant, car le manga, aussi bien en tant que terme que d'art, a été repris par maintes et maintes artistes qui ont donné un autre sens à ce médium. Vrac de termes et expressions utilisés pour définir ou étant rattachés au médium. Ici, nous allons voir plusieurs idées et expressions utilisées pour définir le manga, avec d'abord, pour commencer, le style manga. Cette fameuse expression que j'entends si souvent et qui est si souvent utilisée, même à des fins commerciales. Cependant, entre Beastar, Noragami, Ping Pong, Berserk et Nanatsu Kaoru, il y a quand même un monde de différences graphiques. Alors je sais que malgré tout, on va me rétorquer qu'il existe un trait purement manga, avec des spécificités, comme par exemple la proéminence des yeux, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et à ça, je répondrai Disney. Puis,
Osamu Tezuka. Bon, l'histoire est assez connue, mais Osamu Tezuka était impressionné par les films de Disney et il s'est inspiré des grands yeux des personnages des films Disney et de leur expressivité pour son style graphique. Et globalement, dire que Osamu Tezuka a eu une certaine influence dans le monde du manga et est un pilier majeur de ce domaine serait presque un doux euphémisme. Genre, sans lui, il n'y a pas ça. De ce fait, les BD tirés des films Disney et autres inspirés de ces derniers peuvent avoir des similarités communes avec le style manga. Cependant, même si on rentre en accord avec cette définition du style, entre ce qui est le style manga d'une œuvre cliché shonen et Jojo, le trait n'est pas le même. Et si on ajoute à ça l'élément temporel de l'œuvre, cela donne beaucoup de variations sur un même style. De plus, certaines œuvres avec un trait très ouvertement inspiré du manga ne sont pas des mangas pour autant, avec Scott Pilgrim par exemple. Le manga en tant qu'objet. Si vous m'aviez demandé ce qu'est un manga, je vous aurais répondu ça. Je me suis toujours intéressé au manga, ne serait-ce même que en tant que produit éditorial. Cependant, un manga, dans la majeure partie des cas, ne commence pas en tant que tome relié. Au Japon, en tout cas. Les mangas sont d'abord prépubliés, et c'est de cette prépublication que va dépendre l'avenir du manga, principalement. Les tomes n'étant finalement juste qu'une compilation des chapitres sortis pendant un temps donné, avec parfois des réajustements graphiques, ou de découpage, comme c'est le cas par exemple avec One Piece actuellement. Et même si, comme j'ai pu le dire dans une de mes vidéos, la publication au format papier des webtoons faisait que pour moi, ces derniers n'étaient plus des webtoons, vu qu'ils perdaient leur spécificité de mise en page, propre à leur médium, le passage de la prépublication à la publication n'est pas pour moi un changement aussi majeur. Il peut y avoir des réajustements entre les chapitres prépubliés et les chapitres à l'intérieur d'un tome, mais ce n'est pas pour autant une refonte totale de l'œuvre et de son médium, comme ça peut être le cas pour les webtoons. Mais pour en revenir sur l'objet physique, si un manga c'est ça et uniquement ça, cela signifie qu'Akira, Mother Sarah, Poison City et toutes les autres séries n'ayant pas été publiées dans ce type de format arrêteraient d'être des mangas, et que si Scott Pilgrim sortait avec une édition proche de celui d'un manga classique, il en deviendrait un. Alors qu'on se mette tout d'accord, on peut débattre de tout, mais je pense que celle-ci, elle se tient que très moyennement. Un manga appartient au 9e art, la bande dessinée. Rien ne va dans cette phrase. Manga et bande dessinée. Le mot manga au Japon sert aussi à désigner les bandes dessinées, les BD, les comics. De ce fait, et cet élément le plus personnel et le plus débattable, mais pour moi le terme bande dessinée me paraît être un terme très européano-centré pour définir le 9e art, tout comme manga me paraîtrait être un terme très japono-centré pour définir le 9e art. C'est pour ça que j'ai essayé le plus possible dans mes vidéos de ne pas utiliser le terme bande dessinée, mais plutôt de parler de 9e art. Et en parlant de 9e art d'ailleurs, la classification des arts, d'où ça vient? Alors selon mes cours de théâtre 2L2 et Wikipédia, on retrouve une classification des arts, me pétez pas les couilles, dès la Grèce antique. Et globalement, on peut retrouver un peu de partout, à chaque période, avec une définition spécifique en fonction des problématiques et de la politique de l'époque et de la région. Et Hegel. Hegel, de son nom complet Georg Wilhelm Friedrich Hegel, est un philosophe allemand né en 1770 et mort en 1831. Il appartient à l'idéalisme allemand et a eu une influence décisive sur l'ensemble de la philosophie contemporaine. Merci Wikipédia. Hey, c'est pas moi qui ai écrit le texte des vidéos. Ouais bah j'avais rien compris à la bio-encyclopédia universalis. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Bref, en tout cas, Hegel a établi une liste de 5 arts. L'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie. Et cette dernière va taper dans l'œil de quelqu'un que je n'aime pas, avec une théorie vraiment pourrie, et qui va reprendre la classification des arts d'Hegel pour établir la sienne, le bien nommé Ricciotto Canudo. Ayant établi dans son manifeste des 7 arts, puis imposé avec l'institution des beaux-arts une théorie, même si au vu de cette dernière on pourrait parler d'une vérité absolue et sacrée, selon Canudo, il existe 7 arts. 7, pas 10. 3 arts spatiaux, architecture, sculpture, peinture et dessin. 3 arts temporels, musique, littérature, danse et art de la scène. Et enfin, l'art absolu, celui dont les autres n'ont été que des brouillons pour en arriver à ce chef-d'œuvre de perfection, la combinaison ultime des arts spatiaux et temporels, le 7e art, le cinéma. Alors j'exagère un peu, mais Canudo voit en soi le cinéma comme un acheminement des arts. Et c'est sur ça qu'est basée la classification des arts. Mais revenons un peu en arrière. 7,
pas 10. Il n'y a pas 10 arts, mais seulement 7. La liste des 10 arts que vous pouvez me citer et trouver sur internet n'est qu'un simple rajout sans vraie conséquence de la liste de 7 arts de Canudo. Toujours pris en compte d'ailleurs à l'heure actuelle. Et évidemment, vu le manifeste, il ne pouvait pas avoir d'autres arts. C'est ce qu'explique Luc Vanchery dans le chapitre 4, Le moment Canudo, de son livre Le cinéma ou le dernier des arts. S'il est bien, comme il n'aura de cesse de l'affirmer, un art de la synthèse, si c'est en lui que les arts de l'espace et du temps se réunissent, alors il marque bel et bien la fin d'un système qui a trouvé sa limite et sa perfection. Tout ce qui viendra après lui, radio, télévision, bande dessinée, etc., se situe soit dans les marges d'un système épuisé qui n'a plus d'ambition théorique, soit en dehors d'une idée de l'art qui n'a plus le système pour principe. Il n'y a ni 8e, ni 9e, ni 10e art. Le décompte des arts s'arrête à 7. Toute liste est vaine depuis longtemps, parce que le système des beaux-arts appartient définitivement au musée de la pensée esthétique. Alors, on peut se dire que cette thèse n'a pas d'importance, d'autant plus que si on prend en compte ce que m'a expliqué Raphaël Jodon, maître de conférence dans le domaine du cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est que Canudo, il bricole aussi au début. Il parle d'abord de 6e art pour le cinéma, après finalement c'est 7e art, quand il reprend justement les classifications à la fois de Hegel, mais aussi de Wagner, des choses comme ça. En fait, la classification ancienne des arts, elle se basait sur l'idée que chaque art a une spécificité, et que cette spécificité, elle définit ses moyens stylistiques et poétiques propres. La peinture, c'est la couleur et le trait, etc. Et finalement, le cinéma, il n'a pas ça. On se rend bien compte que si on doit en faire un art, eh ben, il n'y a pas cette spécificité-là, il n'y a pas cette essence qui ne serait qu'à lui et qui définirait ses moyens artistiques. D'où le bricolage. On ne sait pas si on doit l'appeler 5e, 6e, 7e art, est-ce que c'est un art de l'espace, est-ce que c'est un art du temps, ben, finalement on est obligé de faire un peu les deux. Notamment il y a un critique, Louis Deluc, qui lui avait proposé 5e art pour le cinéma. Canudo arrive après en disant non, c'est plutôt le 6e art, finalement il se reprend lui-même quelques années après en disant non, c'est plutôt 7e. On voit que la théorie elle bricole beaucoup avec ça parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment l'inscrire dans l'ordre des arts, ce cinéma. Mais cette dernière a toujours des conséquences économiques, entre autres, liées à ce statut. De plus, baser la classification des arts sur cette théorie me plaît pas beaucoup. Et même le principe de classification des arts me paraît tout de même très arbitraire et stérile. C'est quoi un manga ? Eh bien, comme d'habitude, c'est pas la question que vous auriez dû vous poser en regardant cet édito. Mais la vraie question, c'est plutôt, c'est quoi édito ? Outre l'illustration parfaite que oui, c'est bien d'avoir beaucoup de police d'écriture, mais 1 ou 2 par vidéo, ça devrait être amplement suffisant. Édito, c'est une émission à but purement subjectif, qui me sert à définir et expliquer des termes de notre art, médium, domaine, passion, le manga. Pourquoi ? Regarder un film chez soi sur Netflix, est-ce vraiment du cinéma ? Ou est-ce que le cinéma, ça ne serait pas uniquement ça ? Comme nous avons pu le voir ces dernières années avec par exemple les débats créés au Festival de Cannes liés à la diffusion du film Okja, une question a été beaucoup soulevée. Qu'est-ce qu'un film ? Et même si dans le cas d'Okja il était surtout question d'argent, cette situation a permis de révéler diverses définitions données au cinéma que peuvent prendre le champ critique et analytique. Par exemple, pour certains, la simple diffusion de lumière par un projecteur peut prendre la définition de cinéma, alors que pour d'autres, c'est le format narratif d'au moins 1h30, quel que soit son support, qui définit le cinéma. Ce que je veux mettre en avant, c'est que malgré le champ critique et analytique du cinéma, d'au minimum pour la partie universitaire de plus de 50 ans, et pour la partie critique, on peut parler de 70 ans, voire un siècle même, on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur une question aussi simple. Cependant, l'analyse universitaire et la critique ont permis d'avancer et de remettre en question le médium cinématographique, pour le meilleur comme pour le pire. Des grilles de lecture de Troubi aux théories du montage de Sergei Eisenstein en passant par la définition d'auteur de Truffaut, tout ça a eu une incidence. Je trouve que la théorie des auteurs de Truffaut et des quelques personnes qui l'accompagnent à l'époque, c'est vraiment le meilleur exemple qu'on puisse avoir de la manière dont la théorie a influencé la pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un cinéaste qui ne se pense pas comme un auteur. Or, c'est quelque chose qui est arrivé récemment, à l'échelle de l'histoire du cinéma. La moitié de l'histoire connue du cinéma, elle s'est faite avant que le statut d'auteur existe. En fait, quand on voit un film plus ancien que 1955-60, la plupart des cinéastes qui les ont faits étaient considérés comme autre chose que des auteurs. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas légitimés, renommés, mais ça influence la pratique parce que les auteurs qu'il s'agit de promouvoir à l'époque, pour Truffaut, pour les cahiers du cinéma, ce sont des auteurs qui ne se pensent pas comme auteurs et donc qui n'ont pas forcément la même homogénéité qu'on peut attendre aujourd'hui d'un cinéaste. Leurs œuvres, elles sont un petit peu morcelées, elles sont cabossées. Les grands auteurs
de la période de l'époque, ils ont des carrières qui sont pas linéaires. Et donc, justement, on a besoin de cette théorie de l'auteur pour dire, malgré les écarts, malgré les œuvres qui sont mineures, malgré les films qui ressemblent à rien, eh ben c'est quand même un auteur, il y a quand même un style, il y a quand même une patte. Et aujourd'hui, on n'en a plus besoin du tout parce que la plupart des gens se pensent comme auteurs et donc ils agissent comme auteurs. Ils agissent avec l'idée que chaque film s'inscrit dans la poursuite du précédent, qu'il y a une continuité, qu'il y a une homogénéité dans le style. Quand on voit aujourd'hui la carrière d'un Tarantino, d'un Nolan, ou même d'auteurs plus confidentiels, d'un Desplechin, d'une Sciamma, on se dit que c'est des personnes qui se pensent comme auteurs et autrices, forcément, parce qu'il y a une telle cohérence interne dans leurs films, que ça ne peut pas en être autrement. Donc je pense que ça, c'est un super exemple de la manière dont, finalement, la théorie conditionne totalement la pratique et est capable de renverser totalement la manière dont on appréhende la création. Mais concernant le champ d'études universitaires et critiques sur le manga, rien de bien notable. La spécialiste et chercheuse sur le manga, Jacqueline Berndt, s'est exprimée dans l'article Le rôle du manga au titre de la culture, trouvable sur nippon.com, datant de 2012. Actuellement, la question est devenue comment aborder l'étude du manga. Les sociologues ont tendance à utiliser le manga comme un simple document, un miroir de la société. Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui proposent un enseignement sur le manga est en augmentation, mais tous sont privés. Il n'existe encore aucun conservatoire ou musée national du manga. Et pour avoir fait des recherches sur les thèses et mémoires traitant purement et uniquement du manga, j'ai rien trouvé. Du rapport franco-japonais créé via le manga, de la méthode de développement économique des éditeurs de manga en France, beaucoup de thèses traitant du manga comme objet lié à leur champ d'études, mais aucune ne traitant du manga en tant que champ d'études. Vous pouvez certainement vous demander à quoi sert le champ d'études universitaire d'un médium, car même si, comme on a pu le voir, ce dernier a des conséquences sur le médium, et encore à l'heure actuelle pour le cinéma, il est vrai que cela peut paraître inutile si on ne s'y intéresse pas trop. Faire de la théorie des arts, de manière générale, ça sert à mieux les comprendre déjà. C'est une manière de quand même mettre des mots sur des choses qui sont des sentiments, des émotions. Ça nous touche quand même globalement plus que la plupart des choses qu'on fait dans la vie. C'est une expérience, les arts c'est un champ de l'expérience qui est assez singulier parce que justement il est très intense. On peut avoir des émotions violentes devant une œuvre. Et ces émotions on n'arrive pas toujours à les nommer et à les comprendre. Donc faire de la théorie déjà je trouve que ça permet de poser des mots et de poser des hypothèses sur ces sentiments qui pourraient rester comme ça un peu vagues. Parce que globalement c'est quelque chose qu'on vit à peu près tous aussi. C'est ça le truc qui me paraît intéressant, c'est que voir un film, on l'a tous fait. Et donc, on a tous ressenti des choses et on a tous vécu quelque chose que la théorie peut permettre d'essayer de comprendre. Et après, elle peut connecter ça à d'autres sphères de l'existence. On peut avoir des travaux sur les aspects sociologiques, les aspects philosophiques, les aspects politiques, comme on veut, Mais de manière générale, c'est vrai que ça a l'avantage d'être un champ que tout le monde a déjà au moins expérimenté un tout petit peu, contrairement à la physique quantique, à l'informatique de précision ou ce genre de choses. Finalement, moi je trouve qu'il y a un aspect social intéressant à faire de la théorie de quelque chose que tout le monde a déjà vu, même si on n'a pas vu les mêmes films dans les mêmes conditions, mais on sait tous plus ou moins ce que peut produire le cinéma. Et donc, réfléchir à ça, ça permet finalement de faire société. Ça permet de parler d'une chose que tout le monde connaît. C'est bien qu'il y ait des chercheurs qui soient là pour mettre des mots sur des choses que nous, on n'a pas le temps d'examiner par nous-mêmes. C'est quand même un peu le but. C'est pareil avec les sociologues, avec les psychologues. Ils nous permettent de ressentir les choses de manière plus claire. Et je pense qu'il est réellement important de clarifier tous ces termes, toutes ces idées, pour permettre de développer de nouvelles idées, de donner des définitions et des moyens de compréhension de ce dernier, qui peuvent avoir de réelles conséquences sur le médium. Ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle avec le terme art séquentiel par exemple, mais aussi remettre en question le médium, comme ça peut être le cas par exemple avec le cinéma. Bon, Edito, c'est quoi ? C'est juste un gars, étudiant en cinéma assez catastrophique, qui essaye de comprendre le médium qu'il adore, le manga, qui essaie de se questionner, de questionner les autres sur le sujet. Et ce que j'ai tenté de faire par cette vidéo, c'est de créer une ouverture pour que d'autres gens se questionnent sur le sujet, et qu'il y ait un débat qui se crée, qu'il y a des recherches. C'est ça mon but en fait. Mais malgré tout, c'est quoi un manga ? À la base, je comptais vous dire que je le savais pas, en vrai, et ce qui est pas faux, et que j'étais content de pas le savoir parce que ça allait faire en sorte que j'allais continuer de faire des recherches, que j'allais continuer de réfléchir autour du sujet et que ça me plaisait et que ce qui est plutôt vrai dans les faits. Cependant, plus j'ai avancé dans l'écriture, plus j'ai avancé dans la conception de cette vidéo, plus j'ai réfléchi encore plus sur le sujet et plus je me suis donné le fait est que j'avais le droit de donner mon avis sur qu'est-ce que c'était un manga et de donner un début de définition sur le sujet. Du coup, je vais tenter. Je dis pas forcément que ça soit vrai, mais c'est mon avis.
Un manga est pour moi défini principalement par ses caractéristiques de narration et de découpage. En effet, même si on peut retrouver des découpages très nerveux et juxtaposés dans les comics et dans certaines BD modernes, le découpage dans les mangas se caractérise par une grande liberté. Les juxtapositions de cases, les cases en diagonale, mais surtout et aussi par la taille de ces dernières. Il y a quelques rares cas où une seule page peut servir de case unique, plus souvent aussi des doubles pages qui servent d'une seule case. Le manga se caractérise plus par des caractéristiques de découpage et de narration que par des éléments purement esthétiques et graphiques. Par exemple, les nombreuses cases vides de dessin ou tout simplement remplies en noir avec une bulle de dialogue dedans l'illustrent plutôt bien. De plus, les doubles pages dans les mangas sont souvent utilisées par parcimonie et représentent souvent un point culminant dans l'histoire. La sensation d'émerveillement dans Magnus of the Library, de force dans One Piece, et sont très souvent placés pour être les points d'orgue d'une séquence. Les deux meilleurs exemples pour moi étant la double page du tome 11 de Beastars, répondant à toutes les problématiques et questionnements bestials qu'ont pu communiquer plus ou moins verbalement les deux personnages. Et enfin, la fin de la mythique séquence de Chainsaw Man, je sais pas trop quoi dire, mis à part que c'est certainement la meilleure séquence d'action qui m'a été donnée de lire et qui se finit sur une double page qui a vraiment de la gueule. Lisez Chainsaw Man, je vous en supplie. Et en plus de ça, ces deux doubles pages, en plus de toute la séquence de Chainsaw Man, sont certainement les meilleures représentations de ce que j'appelle la puissance par l'image fixe. Et pour sortir légèrement du découpage pour parler un peu d'esthétisme, les lignes de vitesse et autres trames, même s'ils se sont exportés et qu'on peut les retrouver sur d'autres médiums, sont certaines des caractéristiques les plus liées au manga, car ces dernières permettent de créer des sensations de vitesse, de glamour autres d'ailleurs, tout en permettant par la même occasion d'éviter de dessiner des décors, ce qui prend énormément de temps, et donc ça permet justement de gagner du temps et en plus de ça, de servir la narration. Et même si elle commence à être désuète et de moins en moins utilisée, on peut en retrouver des formes, par exemple les lignes de vitesse, on les retrouve dans les derniers tomes de Blue Giant Supreme. Un manga est un médium lié à l'art séquentiel qui a pour caractéristique principale une volonté de narration plus que d'esthétisme, qui possède un découpage libre et créatif qui appuie cette volonté de narration, tout comme ses codes esthétiques. Voilà, c'est ça pour moi un manga.